Ouvrier, bonjour et Bonjour. bienvenue. Et oui, il y avait une droite à l'époque, en mai 68. Bon, on va en parler après de la droite. Commençons par cette actualité. Elisabeth Borne est première ministre. Quel est votre commentaire? Est-ce qu'elle est taillée pour le poste? Est-ce que vous vous inquiétez? Non, moi j'estime que c'est un excellent choix, parce que d'abord, elle incarne parfaitement ce qu'avait défini le président de la République, c'est-à-dire le dépassement politique. À la fois, elle vient d'une famille qui est plutôt de la gauche, et elle a fait des réformes qu'aurait rêvé peut-être de faire la droite, notamment, je pense, sur la SNCF ou sur l'assurance chômage. Donc, ça fait partie exactement des équations difficiles à réaliser pour un président de la République, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse rassembler. Et c'est tout, je pense, l'objectif après les résultats présidentiels. On a vu que la France était explosée en 3 blocs, comme on dit, mais en fin de compte, je pense que maintenant l'objectif, c'est essayer de rassembler au maximum pour pouvoir réussir les réformes escomptées. Est-ce qu'elle n'est pas, pour un homme de droite comme vous, trop à gauche? Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle va s'enliser dans des concessions sociales et des négociations syndicales? Non, on peut pas vouloir à la fois rassembler et dire qu'on rassemble que dans sa famille. C'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, ma famille n'a pas toujours compris ça non plus, politique, et depuis ces dernières semaines. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut réussir, la seule possibilité de pouvoir dépasser les clivages et pouvoir répondre à cette tension qu'il y a dans le pays, qui s'est exprimée à la fois par des votes vers l'extrême droite et des votes vers la gauche extrême, de ce fait-là, il faut essayer de réussir. Moi, je pense que le seul barrage contre les extrêmes, c'est aujourd'hui Emmanuel Macron. Si on n'est pas obsédé par ça, on risque d'avoir dans 5 ans un choix très simple entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Est-ce qu'elle est assez écolo? Parce que la case écologique devait être forte. Alors, elle est passée par certains postes, mais sans être une militante acharnée du verdissement. Je suis pas sûr que le militantisme extrême soit un bon atout pour réussir. Elle a été ministre de l'environnement, donc elle connaît parfaitement bien les enjeux. Elle a été aussi en charge de transport. Elle a cette expérience, elle a ce sérieux. Elle a aussi cette loyauté, cette fidélité qui est très importante lorsque vous travaillez dans l'exécutif, parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fin de compte aujourd'hui, le président de la République et le Premier ministre sont intimement liés par notamment la réforme du quinquennat. Donc le Premier ministre doit être un collaborateur du président? J'aime pas trop cette expression, oui, même qui si avait marqué les débuts de François si Fillon. je sais que ça avait marqué notamment François Fillon et à l'époque Nicolas Sarkozy. Non, je pense foncièrement qu'en fin de compte, c'est une team qui n'a plus le décalage temporel qui existait lorsqu'il y avait le septennat. Et donc de ce fait-là, ils ont le même temps politique. Donc ils ont la même date de départ et même date d'arrivée. Et donc de ce fait-là, ils doivent vraiment travailler main dans la main. Il doit y avoir aucune feuille de papier à cigarette entre les deux. Et comme l'un est élu et l'autre est nommé, c'est évident que c'est celui qui est élu qui donne les ordres et l'autre exécute. Bien évidemment, le suffrage universel direct, c'est le président de la République. Donc c'est normal que c'est lui qui ait l'impulsion politique et le choix politique à la fois, bien sûr, du Premier ministre et aussi souvent du gouvernement, même si dans la Constitution, c'est pas exactement ce que l'on lit. On va en parler un mot encore de cet événement, quand même. 2e femme seulement à Matignon, 31 ans après Edith Cresson. Est-ce que Nicolas Sarkozy avait envisagé de nommer une femme à Matignon? Par exemple, en 2009, quand on sait que la question du remplacement de François Fillon s'était posée pendant un temps. Je pense qu'il aurait aimé. Vous savez, je pense que la nomination d'Elisabeth Borne est historique pour la simple et bonne raison, c'est que ça fait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de femme Premier ministre et qu'il fallait le faire. Alors, pas uniquement par obsession, mais par nécessité d'équilibrage politique. Vous savez, on a la parité. Depuis un certain temps, on a vu émerger des femmes de très grande qualité dans la vie politique. Et c'est aux responsables politiques, à un moment donné, de les mettre dans la lumière, de les mettre en responsabilité. Et ça, le chef de l'État, en faisant cette nomination, fait un geste historique qui est essentiel. Et j'espère que ça continuera. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une parenthèse. C'est une classe politique qui reste quand même machiste, comme l'avait dit Edith Cresson? Non, je pense beaucoup moins qu'à son époque. Je pense que la parité a fait qu'aujourd'hui, que ce soit dans les hémicycles municipaux, que ce soit dans les hémicycles régionaux, vous avez ce rapport, je dirais, égalitaire entre les hommes et les femmes. Et puis, c'est vrai que la difficulté pour une femme, c'est qu'elle a déjà 2 vies, sa vie personnelle souvent et sa vie professionnelle. Et de ce fait-là, la charge politique est beaucoup plus lourde pour elle. Alors maintenant, il faut composer un gouvernement. Comment ça se passe? Vous avez vu ça de l'intérieur quand vous étiez aux côtés de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Est-ce que le président choisit, le Premier ministre approuve?
Bon, normalement, c'est le Premier ministre qui propose au président de la République. C'est ce que dit la Constitution. Voilà, c'est ce que dit la Constitution de 58. Après, c'est sûr que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une équipe, c'est un team, c'est vraiment un binôme exécutif. Et donc, de ce fait-là, c'est un travail en collaboration parfaite. Donc, il faut que les uns et les autres puissent plaire aux deux. Et je pense que, comme on dit en anglais, le final cut, c'est le président de la République qui l'a. Sur le régalien, c'est évidemment le président qui choisit et qui tranche. Sur l'économique, le social, l'éducation, la culture, là, il y a une vraie marge de manœuvre pour un Premier ministre. Mais il n'y a pas uniquement ces éléments-là. Il y a aussi les éléments géographiques qui comptent. Il y a les éléments de provenance politique qui comptent. Il y a aussi les compétences, bien évidemment, qui comptent en premier. C'est-à-dire que on essaye de prendre des gens qui ont des parcours qui puissent être complémentaires l'un par rapport à l'autre. Et ça, c'est pas simple, parce que, comme vous le savez, maintenant, avec le non-cumul, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des choix qui sont des choix de mandats locaux plutôt que de mandats nationaux. Et le fait d'être ministre, c'est vrai que ça rajoute une responsabilité qui ne permet pas toujours de pouvoir assumer l'ensemble des responsabilités locales. Donc voilà, donc tout ça fait que c'est pas simple, et ça mettra, je pense, du temps. Et il faut prendre son temps pour le faire, parce que c'est une équipe de France, et cette équipe de France, elle doit réussir les réformes qui sont indispensables pour notre pays. Et au cœur de cette équipe, il y a un personnage qui est important, même s'il est rarement connu du grand public, c'est le secrétaire général de l'Élysée. Est-ce que ce poste a pris trop de pouvoir, de Claude Guéant au temps de Sarkozy jusqu'à Alexis Collère aujourd'hui ? Écoutez, c'est normal, c'est le plus proche collaborateur du président de la République. C'est en fin de compte là où se trouve la tour de contrôle. Lorsque le président est à l'extérieur, qu'est-ce qui reste ? C'est à l'Élysée, c'est bien sûr le secrétaire général. C'est lui qui garde la maison, mais c'est lui aussi qui a une approche politique, contrairement au directeur de cabinet qui a plus une approche technique et organisationnelle de l'Élysée. Le secrétaire général, il a la vision sur l'ensemble des dossiers et aussi sur l'équipe gouvernementale. Donc il a un poste essentiel, mais je dirais que dans toute structure, le numéro 2 a toujours du poids plus que les autres, et c'est normal. Et par rapport à un président de la République, c'est essentiel, même si il doit pas être l'homme le plus puissant de la France, parce que l'homme le plus puissant de la France, c'est le président, parce que c'est lui qui a le suffrage. C'est peut-être un poste où il faut changer régulièrement, ce que n'a pas fait Emmanuel Macron. Je suis pas sûr, parce que c'est un poste aussi où on recherche la fidélité, on recherche la connaissance antérieure aussi des dossiers. C'est tout aussi l'intérêt d'Elisabeth Borne, c'est qu'elle a fait tous les conseils des ministres depuis le mandat précédent, et donc elle a toute la connaissance de l'ensemble des enjeux de ce qui a été traité par le gouvernement précédent, par les gouvernements précédents. Et ça, c'est très important, parce que quand vous arrivez aux responsabilités, bien sûr, vous n'avez pas 360 degrés de connaissance sur les dossiers. Alors là, le secrétaire général, il est vraiment à un poste clé, parce que on sait que il connaît l'évolution des réformes, les blocages qui ont eu lieu, et sans doute les moyens pour pouvoir y répondre. Parlons de la droite maintenant. Nicolas Sarkozy souhaitait un pacte de gouvernance avec la majorité présidentielle. Regrettez-vous que les Républicains n'aient pas saisi cette occasion ? Oui, je pense que les Républicains ont fait une erreur de stratégie, c'est-à-dire de penser qu'ils vont réussir avec les mêmes recettes qu'ils les ont il y a 5 ans, qu'ils ont fait passer de 20 à 5% à peu près pour les élections présidentielles. Donc je pense que c'est pas la bonne approche. Ils n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Mon sentiment, c'est qu'ils auraient dû, bien évidemment, essayer de pouvoir faire réussir le pays. Comme vous le savez, les résultats, ils sont quand même tout frais. Il faut bien y penser. On a failli vraiment avoir un choix terrible qui pourrait se présenter dans 5 ans entre Mélenchon et Le Pen. Aujourd'hui, il y a une tension très forte dans le pays. Il faut se mettre tous autour de la table pour essayer de faire avancer les choses, parce que l'alternative, la prochaine fois, ce sont les extrêmes, et ça, je le souhaite pas. Donc, c'est vraiment pour nous essentiel. Et donc, je comprends pas pourquoi, en fin de compte, ils choisissent le plus petit dénominateur commun, qui est celui de même tirer un trait sur son passé, en voulant, pour certains d'entre eux, tourner la page du sarkozysme, comme si on voulait effacer les réussites de Nicolas Sarkozy comme celles de Jacques Chirac. C'est vraiment totalement impensable dans une famille politique qui devrait gagner par le rassemblement et pas par justement le fait de pouvoir évacuer tous ceux qui sont pas d'accord avec eux. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre tout de même la démarche d'Aurélien Pradier qui dit qu'il faut rompre avec le sarkozysme? C'est une génération qui voit au-dessus d'elle les anciens de 2007-2012 bloquer tous les postes, bloquer l'avenir. Mais je pense qu'il n'a pas compris que, en fin de compte, la vie politique, c'est une construction. C'est pas un effacement. L'histoire du gaullisme, vous rappeliez ma date de naissance, c'est une histoire à travers les âges qui s'est construit, mais sans renier son passé. Peut-être parfois en faisant des droits d'inventaire, comme on dit, que ça a été le cas pour le Parti socialiste. Avec Chirac. Mais voilà, mais ce n'est pas effacer le passé, ce n'est pas tourner la page, parce que il y a des gens qui ont réussi sous le sarkozysme comme sous le chiracisme, et qui aujourd'hui en ont tiré les leçons et essayent d'évoluer dans leur famille politique. Donc voilà, je pense que cette façon de vouloir
tout effacer pour essayer de rebondir est une erreur, alors qu'il faudrait plutôt essayer de construire aujourd'hui pour pouvoir faire réussir le pays. Avec la gauche qui s'est unie, ou au moins qui s'est additionnée, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir les LR dépasser au premier tour dans de nombreuses circonscriptions par le candidat de gauche unie et se retrouver donc éliminés du second tour des législatives? Bien sûr, et surtout le fait que, en fin de compte, les Républicains ont eu une stratégie qui est une stratégie plus de diminution idéologique que de ouverture idéologique. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on le voit bien. Quel message nous adressent les électeurs? Parce que il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé le soir du premier tour? Ils nous ont dit, pour ceux qui étaient à droite, restez à droite. Défendez les idées droites, mais travaillez avec Emmanuel Macron. Voilà. Ils ont fait par leur vote utile. Dans une ville comme la mienne, Valérie Pécresse, au premier tour, elle fait plus de 13%. C'est-à-dire beaucoup plus que le score national. Mais au deuxième tour, Emmanuel Macron, il fait 68%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont très clairement adressé ce message-là. Gardez, bien sûr, votre positionnement à droite. Restez sur vos idées, les thèmes que vous défendez. Mais essayez de travailler avec le président de la République, parce qu'il faut qu'on réussisse. Sinon, la prochaine fois, on n'aura plus de choix. Qui doit prendre le parti après Christian Jacob pour redresser les LR? Oh, écoutez, je pense qu'il faudra une élection interne, mais je crains que pour l'instant, les candidats qui se sont exprimés, ne sont pas toujours à même de pouvoir rassembler. C'est tout l'enjeu. Ils sont tous trop à droite? C'est pas qu'ils sont trop à droite, mais qu'à un moment donné, dans une famille politique, la culture, ça a été de la réussite, ça a été l'UMP. Ça a été même le Rassemblement pour la République avec à l'époque l'UDF. C'est ça une famille qui réussit, c'est une famille qui rassemble. Le président de la République l'a bien compris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut essayer de faire un gouvernement qui va rassembler, essayer de dépasser politiquement les clivages pour pouvoir essayer de réussir ce que recherche notre pays, c'est-à-dire faire des réformes dans des domaines essentiels comme l'environnement, comme bien sûr la réforme des retraites, etc. Donc voilà, cet enjeu-là, il ne se fait pas dans sa chapelle. Il faut construire une cathédrale. Valérie Pécresse a renvoyé le chèque que lui avait envoyé Nicolas Sarkozy. Il en a été blessé? Écoutez, j'ai pas échangé avec lui sur ce sujet. Maintenant, c'est du passé, et donc je pense qu'il faut regarder vers l'avenir. Grenoble autorise le port du burkini en piscine. Ça a été voté hier d'une courte tête. Est-ce que le burkini sera autorisé sur les plages à la Baule cet été? Il n'y a pas question. Je pense qu'en plus, Éric Piolle fait le jeu de l'islamisme politique. Le burkini a une portée politique. Mon sentiment, c'est que c'est vraiment la croisade d'un maire solitaire sous influence notamment de l'association Alliance Citoyenne. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit, quand on est maire, de communautariser la société. Justement, là aussi, vous avez un enjeu de rassemblement. Il n'y a pas pire que de créer des tensions. Quand vous voyez le spectacle du conseil municipal d'hier soir, c'est terrible. On espère bien que ces gens-là n'aient pas de responsabilité nationale quand ils sont capables de autant diviser au niveau municipal. Donc c'est vraiment tout l'enjeu. Et franchement, heureusement qu'il y a des recours à l'endroit de l'État, avec l'État, pour permettre d'effacer tout ça, parce que je pense que créer des sécessions quasiment dans notre pays, dans cet état d'esprit qui est en fin de compte très communautarisante, c'est vraiment très dangereux pour l'avenir. Voilà, le rôle d'un maire, c'est de rassembler, c'est d'essayer de faire avancer sa population, c'est pas de créer des clivages, créer des catégories et arriver à de telles caricatures. Franck Louvrier, merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier.